Docteur Synapse. Maintenant, on va passer à l'intérieur de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? The floor is yours. Ok. En intra-hospitalier, il faut savoir qu'après la pré-alerte, dans la réception des informations préhospitalières, le team leader réunit son équipe pour un briefing. Il partage les informations préhospitalières et attribue les rôles selon les compétences. A, B pour médecin, infirmier responsable des voies respiratoires et de la respiration. C pour médecin, infirmier responsable de la circulation. Un chirurgien, une aide administrative. Il établit ensuite un plan de prise en charge selon les protocoles locaux et les ressources disponibles. Et une fois les rôles attribués, le plan établi, chaque membre de l'équipe prépare et effectue une vérification de son matériel. C'est ça que j'avais vu ça, que chacun mettait une blouse attitrée avec un grand A, un grand B, un grand C. C'était... Ouais. C'est comme à l'école. C'est vraiment ça. C'est comme à l'école. Chacun a son rôle. À son poste. C'est aussi visuel, hein, C'est aussi savoir visuel. qui fait quoi. Totalement. Bon, en général, les équipes se connaissent, mais imaginons qu'on soit face à une équipe nouvellement formée et qu'on ne sache pas qui fait quoi. Avec ces tenues, visuel, ouais. on a un visuel, savoir Totalement. qui fait quoi et on sait à qui s'adresser lorsqu'on pose la question. Totalement. Comme l'équipe de foot. C'est vraiment ça. Avec chacun un chiffre ou chacun un lettre. Ok, ensuite. Donc, avant l'arrivée du patient, le trauma team contacte également différents services afin de les prévenir d'une éventuelle sollicitation. C'est la radiologie, la banque de sang, le quartier opératoire, les soins intensifs notamment. Et t'appelles aussi, par exemple, les chirurgiens également concernés qui peuvent aussi, c'est-à-dire, je sais pas moi, l'orthopédiste, le neurochirurgien, t'appelles tout le monde. On l'appelle tout le monde. Bien évidemment, le quartier opératoire, quand on Bien dit sûr. quartier opératoire, on n'appelle pas Ouais, c'est ça. le bloc, on appelle les chirurgiens qui, en général, Ok. à ces heures-là, sont Ouais, au c'est ça. bloc. Très bien. Donc, pour résumer, avant l'arrivée du patient, c'est aussi une étape. On est face à un patient critique. C'est ça. Et toute anticipation permet de gagner du temps et de lui donner le maximum de chances. Après la préparation, il y a l'admission, bien évidemment, Oui. de la victime. Donc, à son admission, le team leader évalue en 5 secondes la victime avant la transmission par l'équipe préhospitalière. Cette évaluation, appelée encore Quick Look ou 5 Second Evaluation, vise à éliminer les causes de mort évitables, dont une hémorragie massive externe, une obstruction complète des voies respiratoires, un arrêt cardiaque traumatique. Elle permet également de confirmer ou infirmer la faisabilité du plan établi durant le briefing, donc fameux plan A. Se fait donc l'évaluation en soi en observant au niveau de la victime l'interaction sociale, la couleur et son travail respiratoire. Ouais. Donc, avant même d'avoir le rapport de l'équipe qui est préhospitalière, il faut d'abord que tu vois le patient, tu te concentres sur lui pendant 5 secondes, tu te dis, écoute, tu vas essayer de voir vite fait, 5 secondes, quick look. Ensuite, on a une évaluation primaire suivie d'une évaluation secondaire après la transmission orale par l'équipe préhospitalière. Il faut savoir que l'évaluation primaire, c'est un peu comme en extra-hospitalière, hein, avec une équipe plus renforcée et plus de matériel également. Donc, C'est ça. cette évaluation, bien évidemment, est toujours précédée d'un traitement de toute hémorragie massive qui serait, par exemple, passé inaperçue par l'équipe préhospitalière. Et pour ceux qui connaissent pas, peux-tu un peu nous détailler chaque petite partie en commençant par le A, comme les enfants? Ok, écoute. Donc, pour l'airway et donc les voies respiratoires, le personnel responsable de l'airway établit un contact avec le patient et évalue les voies respiratoires. Selon son examen, il va ouvrir les voies respiratoires selon les manœuvres basiques ou avancées et ou administrer de l'oxygène à sa victime. Il va également immobiliser la colonne cervicale si celle-ci n'a pas été faite en extra-hospitalier et bien évidemment selon la clinique. Il va également administrer des analgésiques si nécessaire. Il va effectuer une évaluation neurologique et obtenir des informations sur les allergies, les médicaments, le passé médical, le dernier repas et les événements liés à l'incident avant d'effectuer une anesthésie générale. Bien évidemment, l'anesthésie générale en vue d'une intubation orotrachéale, si indiquée après induction en séquence rapide. Bon, l'évaluation du passé médical, c'est un truc vite fait. C'est pas, on va pas commencer à se casser la tête, à essayer de chercher.
Vite fait, mais aussi quand même importante parce que passé médical peut comprendre aussi une myasthénie qui contre-indique certains médicaments. C'est ça. Donc, vite fait, mais capitale, mais importante. Ouais, quand même, insister bien sûr. Et pas hésiter peut-être à déléguer, par exemple, aux étudiants pour aller chercher dans le dossier un peu plus, non? Oui, déléguer et surtout s'assurer qu'on a ces informations-là dans la prise en charge du patient. Okay. Maintenant, on va passer au B. Donc, pour le B ou pour breathing ou la respiration, le personnel responsable du B va examiner le thorax, palpation, auscultation, percussion, et évaluer le rythme et le travail respiratoire. Il vérifie également qu'un monitoring et une saturation en oxygène ont été mis en place. Et si besoin, il effectue une thoracostomie et il met en place, avec mise en place d'un drain si nécessaire. Ça, c'est dans le cadre du pneumothorax. Mais toi, habituellement, est-ce que si tu suspectes un pneumothorax, par exemple dans le transport, dans l'ambulance, est-ce que tu mets directement un drain si tu suspectes un pneumothorax sans avoir la radio? Si le pneumothorax est suspecté en extra-hospitalier, oui. On a des indications de le mettre, notamment dans les arcades traumatiques. C'est ça. La réanimation veut... Donc, la réanimation, le protocole de réanimation veut que le pneumothorax soit drainé pendant l'arrêt parce que il faut traiter les causes réversibles. Totalement. Ok, maintenant le C. Le personnel responsable du C va traiter toute hémorragie externe manifeste, mettre en place un accès veineux périphérique et effectuer les prises de sang nécessaires. Il va également monitorer le rythme cardiaque, la pression artérielle, le temps de recoloration capillaire. Il va débuter, si besoin, la réanimation liquidienne et ou l'administration de produits sanguins. Il va examiner l'abdomen, les os longs, le pelvis et mettre en place, si nécessaire, une ceinture de bassin si celle-ci n'a pas été faite en extra-hospitalier et aussi si elle est nécessaire, bien évidemment. Il va effectuer, si compétent, une échographie de type EFAST à la recherche de liquide intra-abdominaux, intrathoracique, gage d'une hémorragie active. Il va également mettre en place, si indiqué, une sonde urinaire. S'il y a du liquide au niveau du ventre, quelqu'un qui est hypotendu, qui a beaucoup de noradrénaline, la première chose que tu penses, c'est qu'il a saigné du ventre et donc il va directement en salle d'op. Pas de scanner. De toute façon, l'imagerie CT pourra être faite a posteriori dans le cas du bilan lésionnel, mais si on l'a fait avant la chirurgie, le patient peut mourir. Donc le but, c'est de le stabiliser avant l'imagerie. Totalement. Donc, ensuite, il reste que le D et le E. Peux-tu en parler? Oui, le D, c'est l'examen neurologie, disability. Donc, elle est effectuée par le personnel médical responsable des voies respiratoires, donc du A, et consiste à une évaluation du Glasgow, un examen des pupilles, taille, symétrie, réponse à la lumière, et une évaluation de la réponse motrice aux extrémités. Ok. Et le E, moi, souvent, je l'oublie le E, c'est quoi exactement? Regarder le corps du patient dans son ensemble. D'accord. Donc, on le déshabille complètement. Pour un examen plus détaillé, on effectue ce qu'on appelle le lock roll, qui consiste à basculer le patient en décubitus latéral, tout en le maintenant en bloc pour un examen de la colonne. Il faut savoir que le lock roll est important chez les victimes de traumatismes pénétrants, mais peut être postposé chez les patients instables au niveau cardiovasculaire après un traumatisme contondant. Quand tu parles de traumatisme pénétrant, c'est par exemple la plaie par balle. Plaie par balle, les coups de couteau, parce que en général, le patient, si on se limite à regarder le patient en décubitus dorsal, on peut passer à côté des lésions postérieures. Je comprends. Ok. Donc maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Juste une chose, dis-moi. L'exposure se termine par la prise de mesures pour maintenir une température adéquate du patient et éviter l'hypothermie, qui est une des triades, triade mortelle chez le patient polytraumatisé. L'examen se termine par une évaluation secondaire qui est un examen physique systématique de la tête aux pieds pour voir si on n'est pas passé à côté de quelque chose lorsqu'on effectue l'évaluation primaire qui est plus systémique. Ok, je comprends. Et la poursuite de la prise en charge par après dépend des résultats de ces évaluations-là, primaires, secondaires et des examens complémentaires dont le CT scanner corps entier.
Certains patients avec une clinique d'hémorragie interne, tu l'évoquais tantôt, et instables hémodynamiquement seront admis en salle d'opération sans imagerie CT en vue d'un contrôle de l'hémorragie et d'une stabilisation hémodynamique. Les chirurgies réalisées dans ce cadre sont faites selon le principe du damage control surgery, c'est-à-dire une réparation incomplète et temporaire d'un organe en vue du contrôle rapide de l'hémorragie et de l'hypothermie en prévention de la triade fatale du polytraumatisé, hypothermie, coagulopathie, acidémie. Ok, c'est très clair. Donc, en résumé, avant d'arriver à l'hôpital, attribution des rôles. Établissement d'un plan. Établissement d'un plan. Oui. Exactement. En fonction un petit peu du mécanisme du traumatisme, ainsi de suite. Et puis après, on appelle tout le monde. C'est ça. Communication. Quand il arrive, on effectue le ABCDE. Et en fonction des résultats, ce qu'on va trouver, principalement dans la première évaluation, on va décider des examens complémentaires. Si quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui ne va pas bouger de l'endroit où il a été mis, c'est-à-dire dans le box de réa, et qui va diriger probablement, si jamais il saigne massivement, par exemple au niveau du ventre et qu'on voit l'échofaste du liquide, il va directement en salle d'op, on ne fait pas de scanner. Et le plus important, ce n'est pas vraiment de corriger exactement, mais c'est vraiment de contrôler le saignement, par exemple. L'hémodynamique. Et l'hémodynamique, bien sûr. Et comme tu as dit, triade fatale, hypothermie, hémorragie et acidose, et c'est ça qui tue les gens. C'est ça qui en résumé. L'acidémie dans le cadre du choc, l'hypothermie dans le cadre également des patients qu'on les habille pour examiner la coagulopathie liée à l'hémorragie massive. Donc, c'est vraiment des éléments très importants qui, pour nous, urgentistes, doivent être des signes d'alarme. Je t'avoue que c'était vraiment très clair et que tu arrives vraiment à démystifier un petit peu les choses. On dirait quand on entend que c'est assez simple en vérité. Principalement quand on est bien préparé peut-être. Donc, lorsque le patient arrive et durant le quick look, il remarque que le patient est en arrêt cardiaque, on passe un plan B. Donc, c'est toujours anticiper pour pouvoir donner le maximum de chance aux patients. Totalement, ok. Donc, voilà, on a quasiment clôturé ce chapitre. Peut-être juste un petit mot sur l'acide tranexamique. L'acide tranexamique est un dérivé synthétique de la lysine dont les propriétés hémostatiques reposent sur un blocage de la formation de plasmine par inhibition de l'activité protéolytique des activateurs du plasminogène. Il faut savoir que cette molécule a été synthétisée en 1962 par un couple de médecins japonais, Shosuke et Utako Okamoto. Ok, donc ça fait quand même pas mal de temps. Ah oui. Et il a été initialement boudé par la communauté médicale, et notamment obstétricale, où il a été présenté en premier. Ok. Cette molécule gagne en intérêt à partir des années 2000 suite à son efficacité démontrée dans l'étude de Crash 2 en 2010. Je ne sais pas si tu te rappelles cette étude de très grande ampleur totalement. Impliquant 274 hôpitaux dans 40 pays, incluant plus de 20 000 patients traumatisés et à risque de saignement important, c'est-à-dire tension artérielle inférieure à 90, fréquence cardiaque supérieure à 110. Okay. Cette étude a démontré que l'administration précoce, dont NDA les 3 heures de l'acide tranexamique, réduit le risque de décès chez les patients traumatisés hémorragiques. Durant l'étude, les patients recevaient 1 gramme d'acide tranexamique en 10 minutes, NDA les 3 heures de la prise en charge, puis 1 gramme sur 8 heures. Cette posologie est celle qui est actuellement utilisée face aux patients traumatisés graves. On arrive à la fin. Quelles sont maintenant les limitations de la prise en charge du patient traumatisé grave? Il faut dire que la prise en charge du patient traumatisé grave peut être limitée par différents facteurs, notamment en extra-hospitalier, les situations à risque. Les incendies, les câbles électriques au sol, le trafic routier avec risque de suraccident, les matières dangereuses ou explosives, les conditions environnementales. Parfois, on sort de la nuit, il n'y a pas de luminosité. Donc,
chaque fois, la scène doit être suffisamment sécurisée avant l'entrée de l'équipe médicale qui n'hésitera pas à déplacer le patient dans un endroit sûr avant de l'examiner et le soigner. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ces facteurs parce que chaque fois, on a cet environnement pour nous, je veux dire, autre que urgentiste, que l'environnement qui est, entre guillemets, adéquat. Oui, les anglo-saxons parlent d'environnement hostile. Hein. Et il faut savoir également que d'autres facteurs tels que les ressources limitées dans les accidents multivictimes ou accidents de masse limite également la prise en charge du patient traumatisé grave. Lorsque le nombre de patients excède les ressources disponibles, il convient de répartir les moyens disponibles pour sauver le plus grand nombre et éviter de les concentrer sur les ou la victime la plus grave. Pour y parvenir, les professionnels de soins utilisent un tri simplifié permettant d'identifier les patients à traiter en premier. Oui, c'est ça. Donc, et un traumatisé grave, très souvent, voilà, s'il y a par exemple 2 traumatisés graves, normalement ils doivent aller dans 2 hôpitaux différents. Ou c'est dans le même hôpital, qu'est-ce que t'en penses? Tout dépend des capacités. En fait, chaque hôpital, en fonction de ses ressources, a une certaine capacité à recevoir des possibles polytraumas. Je ne sais pas si tu te rappelles lors des attentats. Ici, on référait les patients dans des grands centres. Oui. Saint-Pierre, le l'UCL et Erasme. Mais en fonction des capacités, donc nombre de lits, chaque hôpital a également une capacité à recevoir tel ou tel nombre de patients classifiés urgence vitale, urgence modérée. Donc en fonction des capacités de l'hôpital, on va orienter un certain nombre de patients vers cet hôpital. Mais tout dépend des capacités de l'hôpital, mais également du nombre de victimes. Si on a 2 victimes uniquement, il serait mieux d'envoyer un dans l'hôpital A et l'autre dans l'hôpital B. Mais si on a une centaine de victimes, on va essayer de les répartir en fonction des capacités de chaque hôpital. Je comprends un petit peu. Ok, très bien. Et je vais juste rajouter un dernier élément qui, pour moi, est capital et je pense limite énormément aussi la prise en charge du patient traumatisé grave, c'est les facteurs humains. Il faut savoir que le travail en équipe, on parle de trauma team, implique que le trauma leader ait des compétences en gestion de ressources d'équipe, c'est-à-dire la communication interpersonnelle, le leadership, la prise de décision. De même, chaque membre de l'équipe doit développer des compétences non techniques réparties dans différents domaines. La gestion des tâches, la conscience de la situation, le travail en équipe et la prise de décision. Ces facteurs expliquent qu'avec les mêmes ressources et les mêmes niveaux de formation, certaines équipes sont plus performantes que d'autres dans la prise en charge du patient traumatisé grave. Pour finir, on va dire, est-ce que tu as des tips à nous donner? Écoute, personnellement, je n'ai pas de tips pour la prise en charge du patient traumatisé grave, car cette gestion est un sport d'équipe. C'est ça. Le patient gagne lorsque tous les membres de l'équipe du milieu extra-hospitalier à ceux du centre de traumatologie travaillent ensemble. Une gestion standardisée de ce type de patient permet de diminuer la mortalité et d'améliorer le pronostic. Par contre, chaque victime et chaque scène de prise en charge étant unique, j'essaye de m'adapter à chaque situation clinique. C'est très très sage de ta part. Merci. Vraiment. Et peut-être encore une petite question si tu as encore un peu de temps. Est-ce que tu trouves que la prise en charge du patient traumatisé grave est stressante? Est-ce que tu trouves que tu es... Ou peut-être que, je pense que ton expérience, peut-être ça a diminué? Écoute, je ne sais pas si l'expérience permet de faire diminuer les choses, mais oui, la prise en charge du patient traumatisé grave est stressante. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce stress, tu sais. Notamment cette nécessité d'une évaluation de la scène traumatique en extra-hospitalier. Imagine-toi une scène qui peut
évoluer en se dégradant pendant que tu administres des soins. D'autres éléments peuvent favoriser également le stress, hein, notamment le fait que la plupart des victimes de traumatismes graves sont des patients jeunes qui renforcent cette idée de vie à sauver absolument, ou aussi la limitation des ressources disponibles, aussi bien en milieu extra-hospitalier ou dans le cadre des accidents multivictimes. Oui, c'est des éléments qui renforcent le stress et qui parfois sont responsables d'une perte de compétences initiales chez le professionnel de soins. Mais bon, perte de compétences qui récupère très vite grâce au principe de prise en charge standardisé. Oui, non, c'est totalement... Voilà, je veux dire, je pense que tu as un petit peu bien résumé les choses. On reste quand même des êtres humains. Ça, il ne faut pas se mentir. Je pense que ça nous affecte quand même intrinsèquement. Okay. Un décès, c'est jamais facile à vivre. Et comme tu as dit, rester, je veux dire, dans le protocole et rester standardisé, ça permet un petit peu de dépasser ça. De retomber sur ses pattes. Et de retomber sur ses pattes. Quand on se sent perdu. Exact. Ok, très bien. Pour finir, vraiment là, c'est vraiment la fin. Est-ce que tu peux nous donner juste les points clés à retenir pour un jeune infirmier ou jeune infirmière ou médecin par rapport aux traumatisés graves? Ok, bon, je vous dirais quelques points à retenir concernant le traumatisé grave. C'est que le traumatisé grave désigne un traumatisé dont au moins une lésion menace le pronostic vital ou fonctionnel. Les traumatisés graves ont un meilleur pronostic lorsqu'ils sont pris en charge par une équipe de traumateam, par une traumateam si tu veux, dans un centre de traumatologie. La prise en charge des patients traumatisés graves débute en milieu extra-hospitalier par un bon triage de la victime sur base de l'évaluation primaire et sur une bonne communication avec l'équipe intra-hospitalière. L'objectif sur le terrain, c'est-à-dire en extra-hospitalier, est d'emmener au plus vite la victime dans le trauma center le plus approprié. La prise en charge intra-hospitalière est précédée toujours d'un briefing de la trauma team durant laquelle est établi un plan de prise en charge selon les protocoles locaux et les ressources disponibles. Les trauma teams, puisqu'on en parle, sont des équipes multidisciplinaires qui, selon leur formation et expérience, sont responsables des différents systèmes vitaux de la victime sous la supervision d'un médecin responsable. L'administration précoce de l'acide tranexamique diminue le risque de décès chez les patients traumatisés graves hémorragiques. Et différents éléments, bien évidemment, peuvent limiter la prise en charge du patient traumatisé grave, les situations cliniques, les situations à risque en préhospitalier, les ressources limitées dans les accidents multivictimes et les facteurs humains. Merci beaucoup, Paulin. C'était vraiment très chouette de t'avoir ici. J'espère qu'on pourra avoir encore d'autres projets ensemble. Merci, le plaisir est partagé et j'espère que ta communauté pourra mieux appréhender le traumatisé grave. Merci encore et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.